démarrer cette troisième conférence. Rude tâche, hein, après le repas, je vais être obligé de gérer vos digestions. Alors, ce que je voudrais vous dire d'entrée de jeu, c'est que si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est pour faire front autour de notre système de protection sociale. C'est pour dénoncer et pour nous organiser face à une offensive idéologique et politique qui cherche depuis des décennies à démanteler un de nos acquis sociaux les plus fondamentaux. Pour ce faire, nous commencerons par plonger dans l'histoire. En effet, pour comprendre les enjeux de la bataille d'aujourd'hui, il nous faut identifier l'ennemi historique, ainsi que l'idéologie qui le porte. Alors, l'idée de la protection sociale, en tant que droit républicain, est née en fait au cœur de la Révolution française. En effet, le 22 mai 1794, à la Convention, le révolutionnaire Barère proclamait la nécessité d'un droit à la protection sociale. Mais là, la nouveauté, c'était qu'il ne s'agissait pas d'un acte de charité, mais d'une reconnaissance d'un mécanisme d'exploitation. En effet, dit Barère, le citoyen, en vendant sa force de travail, s'use au travail pour le profit d'autrui. De ce fait, il est empêché de pouvoir poursuivre son activité, maladie, invalidité, vieillesse. Il est alors injustement jeté dans la misère et contraint à la mendicité. Et nous le voyons, la Convention vota ce rapport dans l'enthousiasme et jeta ainsi les bases d'une république sociale. Mais, pour progressiste que cette loi fut, elle s'est heurtée à la réalité des rapports sociaux de classe engendrés par la Révolution de 1789. En effet, la bourgeoisie qui avait mobilisé le peuple pour balayer l'Ancien Régime n'entendait pas se soumettre à des lois qui auraient contrarié sa liberté d'exploiter le travail salarié. Rapidement, la bourgeoisie s'effraya de la mobilisation populaire et ouvrière sur laquelle elle s'était appuyée contre la noblesse. Après 5 années de révolution, la bourgeoisie estima qu'il était temps de stabiliser et de consolider le nouveau régime par le calme social. Ce fut alors la réaction thermidorienne. Les grands révolutionnaires audacieux que furent Robespierre, Saint-Just, Babeuf furent éliminés, menant à l'avènement d'un Napoléon Bonaparte. Dans ce processus, la loi Barère, symbole du droit à l'existence par la solidarité, fut enterrée. Effectivement, en ces années de plein essor du capitalisme, apparaissait de façon éclatante que le travailleur n'a d'autre possibilité que de vendre sa force de travail pour disposer des ressources nécessaires à son entretien et à celui de ses proches. Aux origines du capitalisme, l'incapacité à travailler entraînait de facto une catastrophe sociale pour l'ouvrier et sa famille. Tous ceux qui vivaient du salaire perdu devenaient alors des parias réduits à la mendicité et à l'obol. Et c'est dans ce contexte que deux approches irréconciliables ont émergé et s'affrontent depuis lors. Pour l'une, la protection sociale est un droit. Pour tous ceux qui, vendant leur force de travail, ne peuvent pallier aux aléas de la vie par leurs propres ressources. Mais pour l'autre, elle est d'abord une prévoyance individuelle. Et cette dernière approche de prévoyance individuelle, dite libérale, a connu sa première justification théorique en Grande-Bretagne avec Malthus, qui en 1798 affirmait que le pauvre ne devait faire confiance qu'à ses propres efforts dans son travail, dans sa prévoyance. En France, le 18 juin 1850, Adolphe Thiers, futur bourreau de la Commune de Paris, soutenait devant l'Assemblée législative que la protection sociale
devait reposer sur la prévoyance individuelle. Il affirmait qu'il ne fallait pas l'extirper de la sphère de la bienfaisance privée ou religieuse. Et cette pensée, excusez-moi, se structura autour d'un courant appelé économie sociale, dont l'épicentre fut le musée social. Le musée social, c'était quoi? C'était un club, aujourd'hui nous dirions think tank, pour faire bien. Et ce club réunissait l'élite capitaliste, grands patrons, assureurs, réunissait des intellectuels, des hommes politiques et des syndicalistes chrétiens. Leur point de convergence était le rejet idéologique d'un droit à la protection sociale qu'ils voulaient confier à l'initiative privée. Frédéric Leplay fut le théoricien clé de cette économie sociale. Il inspira fortement les réformes anti-ouvrières sous Napoléon III. Mais surtout, ces thèses servirent plus tard de fondement idéologique au régime pétainiste de Vichy. Leplay fut surtout l'inspirateur de l'encyclique papale Rerum Novarum de 1891. Dans cette encyclique, Léon XIII y spécifia la doctrine sociale de l'Église par laquelle ouvriers et patrons se doivent de travailler dans un esprit de concorde. L'ouvrier y est exhorté à être économe pour se ménager un petit superflu qui lui permette de parvenir un jour à l'acquisition d'un modeste patrimoine. Bref, elle encourageait, cette encyclique, les lois favorisant l'esprit d'épargne et de propriété dans les masses populaires. Bon, il est clair que le modèle libéral qui aujourd'hui préconise l'épargne populaire plonge ses racines dans une fusion idéologique entre les intérêts capitalistes et cette morale sociale chrétienne. Ce modèle libéral social chrétien est ordonné autour d'une prévoyance personnelle à laquelle la charité peut suppléer lorsque l'individu est dans la capacité d'y pourvoir. L'État, quant à lui, est engagé à faire respecter 4 grands principes organisationnels. Premier principe, un principe d'individualisation et d'équité. La couverture, soins, retraite, doit être le reflet de la contribution de chacun. C'est l'esprit d'équité, qui n'est pas l'égalité. Chacun reçoit en fonction de ce qu'il a pu mettre de côté. Deuxième grand principe, c'est un principe de liberté d'adhésion. La protection sociale relève du choix individuel d'adhérer ou non à une assurance privée ou à une mutuelle. Troisième grand principe, qui date de 2 siècles, je veux dire, c'est pas d'aujourd'hui, le principe d'un État minimaliste. L'État doit garantir une assistance publique réduite au minimum, au strict minimum, un filet de sécurité, afin de laisser le champ libre aux sociétés de charité et aux sociétés d'épargne individuelle. Enfin, 4e grand principe de ce modèle libéral social chrétien, un principe communautariste. L'assistance doit être transférée et déléguée à des organismes d'initiative privée et de bienfaisance, à des organismes locaux, souvent d'obédience religieuse, à tout le moins à l'époque. Il est crucial de rappeler que Rerum Novarum est à l'origine du syndicalisme chrétien, c'est-à-dire CFTC et CFDT. Ce qui explique leur positionnement d'aujourd'hui. Face à cette approche, dite équitable et charitable, le républicain Victor Hugo proclamait que la misère n'est pas une fatalité, qu'elle est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu, disait Victor Hugo.
Et c'est l'action syndicale qui a repris le flambeau de la lutte pour l'édification d'un droit social. En 1927, Robert Bertrand, syndicaliste membre de la Bourse du travail de Paris, synthétisait la position ouvrière. Tout d'abord, il affirme que la charité est une diminution de la dignité personnelle et de l'indépendance. L'action syndicale, en fait, a commencé au niveau de l'entreprise, au sein desquelles les ouvriers cotisaient à des caisses de secours mutuels. Excusez-moi. Mais leur capacité de cotisation au niveau de l'entreprise était limitée par la faiblesse des salaires. Aussi, ces caisses disposaient de moyens trop limités pour accorder une protection décente. Le premier objectif était alors que l'entreprise garantisse sur ses ressources propres une protection sociale des salariés. Il fallait que l'employeur s'engage dans le contrat de travail à assumer la protection sociale. Ces couvertures sont le produit historique de secteurs où il y avait une forte implantation syndicale, c'est-à-dire dans les grandes entreprises et dans la fonction publique. Ce qui explique d'ailleurs, pour une très grande part, l'existence des régimes spéciaux. Alors, il faut bien comprendre que ces régimes ne purent s'édifier que parce que la taille de l'entreprise les rendait techniquement possibles. Il fallait en effet que l'employeur ait l'envergure suffisante pour pouvoir assumer des épidémies, pour pouvoir assumer des capitaux d'essai, pour pouvoir assumer des retraites à payer dans plusieurs dizaines d'années. Donc seuls les très gros employeurs avaient cette capacité. Pour les PME, dont les effectifs salariés, comme l'assise financière et économique, étaient trop limités, pour les PME, donc, il fallait trouver des dispositions pour répartir le risque sur des effectifs salariés suffisants. Eh bien, ces dispositions durent respecter 4 grands principes organisationnels. Le premier, c'est un principe de répartition. C'est le cœur du système. Les cotisations de l'année sont immédiatement utilisées pour payer les prestations des ayants droit, malades ou retraités. L'argent est un flux, pas un stock. L'application de ce principe, c'est l'application de ce principe qui a permis de verser immédiatement des pensions aux vieux travailleurs dès 1945. Deuxième grand principe de ce modèle ouvrier, c'est un principe d'obligation. La liberté d'adhésion engendre inéluctablement des comportements opportunistes. Les individus sont enclins à s'assurer par rapport à leur profil personnel. Le jeune en bonne santé privilégie la faiblesse du montant de la cotisation, et c'est naturel. Le père de famille, la couverture familiale. Le binoclard, le remboursement des lunettes, etc., etc. Il faut donc une cotisation unique et obligatoire. L'État, quant à lui, n'intervient que pour une seule chose, c'est donner force de loi à l'obligation de s'affilier et de cotiser. Et le rôle de l'État s'arrête là. Troisième grand principe de ce modèle, c'est un principe de centralisation. La centralisation permet d'étendre l'assurance à une population élargie, ce qui permet d'amortir les fluctuations locales ou sectorielles en matière d'emploi, par exemple. Vous avez des secteurs qui ont le vent en poupe, qui vont avoir beaucoup de cotisants, d'autres qui sont en déclin, vont avoir peu de cotisants. Eh bien, en centralisant, on va pouvoir compenser cela. Les mutuelles ont pour vocation de se fondre dans une assurance sociale généralisée. Donc elles ont vocation à disparaître. Comme l'affirmait Daniel Meyer, ministre du Travail et des Affaires sociales en 1947, c'est seulement dans le cadre d'ensemble de la population du pays
que l'on peut trouver la stabilité. Quatrième grand principe, un principe d'extension et d'universalité. Tout acquis obtenu dans une branche doit servir de marchepied pour l'ensemble du salariat, œuvrant ainsi sans cesse à la généralisation de la couverture la plus complète possible. Un accord d'entreprise favorable a pour vocation à disparaître comme accord local dans son élargissement à l'ensemble du salariat. Alors, ces principes se sont concrétisés dans l'avènement de la sécurité sociale, dont les bases furent jetées dans la clandestinité lors d'une rencontre en 1943 entre les dirigeants minoritaires et majoritaires de la CGT. Je ne m'étendrai pas, ça a été largement développé ce matin. Ils conclurent des accords, dits accords du Péreux, qui, en matière de protection sociale, prévoyaient la gratuité complète des soins et l'assurance de tous les risques, maladie, invalidité, retraite. La gestion devant se faire par une caisse unique financée par les cotisations calculées sur les salaires. Et l'administration de cette caisse devait se faire par les seuls représentants des salariés, car les cotisations sont le produit du travail salarié. Il rejoignait d'ailleurs un combat, à l'époque séculaire, puisque dans l'époque de la Commune de Paris, il faut savoir qu'un des faits déclencheurs, notamment de la Commune du Creusot, fut justement la question de la gestion de la caisse de solidarité ouvrière. Le patron voulait mettre son nez dans la caisse de solidarité ouvrière, et ça a été déclencheur de la Commune du Creusot. Alors, pour une grande part, ces projets seront repris par les ordonnances de 1945, instituant la sécurité sociale. Deux entorses importantes furent cependant concédées par la CGT. L'une introduisait des représentants patronaux et gouvernementaux dans le conseil d'administration. L'autre instituait un ticket modérateur dans le remboursement des frais médicaux. Depuis lors, le mouvement syndical n'a eu de cesse d'œuvrer à la fois à l'amélioration de la couverture des salariés et à la protection des bases principielles de la sécurité sociale. Mais le patronat n'acceptait pas de bon gré l'édification de cette sécurité sociale. Tout comme d'ailleurs, il faut le rappeler, le milieu de la mutualité, qui, comme le patronat, il faut le rappeler, a plongé dans la collaboration avec Pétain. Le milieu de la mutualité, souvent, je veux dire, en lien d'ailleurs avec la Confédération française des travailleurs chrétiens, voyait, je veux dire, le dessaisissement de leur possibilité de gérer les caisses. Et enfin, évidemment, les assureurs privés, qui se voyaient ainsi spoliés de cette activité, source de capitaux considérables. Depuis l'avènement de la sécurité sociale, les gouvernements ont multiplié les commissions chargées d'élaborer des rapports visant à prétendument garantir la pérennité du système. Mais, surprise, tous ces rapports s'accordent avec les analyses du patronat pour converger vers 4 constats avec les préconisations afférentes. Premier constat, c'est la charge de la protection sociale pèserait sur le coût du travail, ce qui nuirait à la compétitivité de l'entreprise, et donc, il faudrait transférer le financement de la protection sociale à l'État. Deuxième grand constat, la protection sociale déresponsabiliserait les assurés. Le déremboursement ferait prendre conscience à l'assuré que les soins ont un coût. C'est connu, chaque matin, dès qu'on se lève, on n'a qu'une envie, c'est de manger des médocs, pour notre plus grand bonheur. Et donc, il faudrait limiter la couverture de base à un panier de soins pour la maladie et à un minimum vieillesse pour la retraite. Troisième grand constat de ces rapports, la sécurité sociale ne laisserait pas de place à la prévoyance libre. Pour combler la diminution du remboursement de base, il faudrait donc encourager
la souscription à des assurances privées complémentaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, on en arrive même au scandale que c'est directement un transfert des fonds de la sécurité sociale vers les caisses de mutuelles. Quatrième grand constat, la répartition empêcherait de constituer une épargne salariale. Laquelle épargne salariale serait nécessaire au financement des entreprises. Il faudrait donc inciter à la souscription de formules d'épargne retraite par des exonérations fiscales, voire par des cotisations sociales versées à des assureurs privés. Alors, il faut se rendre à l'évidence, mes camarades. Ces critiques, avec les mesures qui les accompagnent, sont dans la continuité du modèle libéral du mouvement social chrétien du XIXe siècle. Vers quoi veulent-ils nous conduire? En fait, ils se disent libéraux, mais ils veulent une assistance étatisée et minimaliste, complétée par une prévoyance libre financée par l'épargne salariale. Ils se veulent modernes, mais ils se réfèrent à un modèle biséculaire que justement la modernité a balayé. D'ailleurs, dans les années 1980-1990, exactement comme sous Napoléon III, avec le musée social, il existait une fondation Saint-Simon qui réunissait des intellectuels, bien des noms vont vous dire des choses, Alain Minck, Alain Finkielkraut, des journalistes, Christine Ockrent, Serge July, des grands patrons, Francis Maire, Roger Fauroux, et des syndicalistes chrétiens, Pierre Rosanvallon, idéologue de la CFDT. Ils ont concouru à l'élaboration du plan Juppé à l'intérieur de leur club. Plan Juppé qu'ils soutiendront face à la contestation sociale qu'il engendrera. La famille autogestionnaire et sociale chrétienne est très liée à la CFDT et à la CFTC. Elle fut très présente avec des hommes politiques comme Michel Rocard, Alain Delors. Or, Michel Rocard, c'est lui qui, en 1991, qui était présenté à l'époque comme un gauchiste autogestionnaire, eh bien c'est ce même Michel Rocard qui a initié une modification majeure dans notre protection sociale. Il a créé la CSG. Il a créé la CSG. CSG qui, en étant un impôt, nous fait passer d'une logique de salaire différé à une logique de fiscalité. Il a ainsi ouvert une brèche dans laquelle les successeurs de droite se sont engouffrés avec Balladur, puis avec Juppé, qui a introduit la CRDS. Depuis, la fiscalisation n'a cessé de croître, nous conduisant à un budget de plus en plus fiscalisé et donc étatisé. Ce, en lieu et place de la gestion collective et syndicale du salaire différé. Du coup, fort logiquement, l'État, mais c'était là le projet, s'est arrogé le droit de contrôler le fonctionnement au-dessus de la tête des administrateurs syndicalistes. Ainsi, Juppé, en 1996, a créé la loi de financement de la sécurité sociale, la LFSS, par laquelle le Parlement vote le budget de la sécurité sociale sur proposition du gouvernement. Eh bien, vous connaissez ainsi l'origine du spectacle politique affligeant auquel nous assistons actuellement. Les représentants syndicaux ont rejeté le musée des horreurs qui leur est proposé en matière de franchise d'ALD. Ils ont voté un avis négatif à ce PLFSS. Mais ce vote n'est que consultatif, le gouvernement gardant complètement la main. Les syndicalistes ont été complètement évacués de leur rôle d'administrateur des caisses de la protection sociale, à savoir négocier le salaire différé avec les employeurs pour disposer des ressources nécessaires aux besoins de la protection sociale.
On s'éloigne ainsi toujours plus de l'adage fondateur par lequel chacun contribue en fonction de ses moyens pour garantir à chacun une protection selon ses besoins. Au lieu de cela, nous assistons depuis à un vidage sempiternel des caisses sur l'autel de réalisme économique fait d'exonérations gouvernementales non compensées. Alors, tous ces rapports, dits consensuels, avec leurs préconisations de bon sens, hein, ma chère dame, mon cher monsieur, la population vieillit, qu'est-ce que vous voulez? Faut être raisonnable, faut assurer l'équilibre financier. Ah puis, vous conviendrez avec moi qu'on consomme trop de médicaments, hein? Et tout ça, je veux dire, c'est véhiculé par les médias. Mais le problème, c'est que la protection sociale, leur problème, c'est que la question de la protection sociale, c'est une question qui est conflictuelle, que même les consensus médiatisés ne peuvent masquer. De ce point de vue, l'échec du plan Juppé en 1995 a marqué une année charnière. Le plan s'attaquait à la fois aux retraites, durée de cotisation, régimes spéciaux, et à l'assurance maladie, ticket modérateur. Début de l'année, Juppé était présenté comme un politicien raisonnable, faisant des propositions de bon sens. Tous les sondages attestaient qu'il était perçu comme tel, non seulement par l'intelligentsia, mais aussi par la grande majorité de la population. Pourtant, quelle ne fut pas leur surprise. L'opposition au plan Juppé prit une tournure d'affrontement de classe. La grève, appuyée sur les syndicats CGT-FO et CGT, a bloqué le pays. En digne héritière de l'idéologie sociale chrétienne, la CFDT défendit ce projet libéral. Elle fut malmenée par les salariés, y compris par ses propres adhérents. La lutte des classes s'est alors manifestée dans sa forme la plus dénudée, le prolétariat, constitué de travailleurs qui n'ont que leur salaire pour vivre. Le prolétariat, donc, s'est levé pour défendre son outil de survie. En effet, autour de la protection sociale, le salariat se réunifie par-delà les catégories professionnelles. Qu'il soit ouvrier, employé ou cadre, le salarié prend conscience que son épargne personnelle ne suffirait pas à faire face à une hospitalisation lourde ou à un arrêt de travail prolongé. C'est la prise de conscience qu'il n'y a pas d'issue individuelle. Les égoïsmes corporatifs s'assemblent et se transforment en réaction collective. Face à cette force, les diagnostics partagés et les consensuels, face à cette force, les diagnostics partagés, notamment au sein du corps, comité d'orientation des retraites, face à cette force, donc, les mesures présentées de bon sens, s'effondrent. Le plan Juppé sur les retraites dut être abandonné. Alors, malgré cet échec, il faut comprendre que les sociolibéraux ne restent pas l'arme au pied. Ainsi, sur les retraites, ils ont une stratégie à triple détente. Première détente, ils adoptent sans attendre des réformes dites paramétriques. C'est quoi une réforme paramétrique? C'est simple, il s'agit de dégrader les règles d'âge et de durée de cotisation. Exemple, la loi Touraine de 2013, Hollande devant l'Éternel. Et ce, au prétexte de déséquilibre des caisses. Ça, c'est le premier niveau. Et c'est chaud, ce premier niveau. Ils peuvent le constater. Alors, ils disent, il faut arriver à un autre système, autrement on n'y arrivera pas. Ils veulent des réformes qu'ils appellent des réformes systémiques. Alors là, il s'agit d'abandonner purement et simplement les régimes de retraite par répartition au profit de régimes qui ne garantissent plus l'âge légal de départ à la retraite. Comme ça, on ne pourra plus manifester pour dire nous, on va partir à 60 ans.
Ben, tu pars à l'âge que tu veux, mon grand. Hein. Une fois que tu as les points que tu considères qui sont bons, tu partiras. Enfin, ils promeuvent des formules d'épargne salariale pour compléter la retraite de base devenue minimaliste. Mais, pour ce faire, il leur faut acculer le salarié à devoir cotiser et donc abattre la retraite par répartition, ce qui est, fort heureusement, encore bien loin d'être le cas. Alors, en 2019, dans la continuité de son mentor François Hollande, Macron fera adopter le principe du passage à un régime par points. Je dis bien le principe, car le projet ne verra jamais le jour, vu la durée de vie de Hollande, qui n'était même plus capable de se présenter aux présidentielles suivantes. Mais avec ce principe, il faut savoir que c'en eût été fini du droit acquis à une retraite au montant prédéfini dans les statuts et les conventions collectives. C'eût été le règne de l'individualisation, dans le plus pur respect des principes de Rerum Novarum. Ils veulent nous conduire à un système universalisé par l'État, un système minimaliste, dans le cadre duquel les droits sont complètement individualisés et qu'il appartiendra à chacun de compléter en bon père de famille, vive Léon XIII, prévoyant. Ce, pour le plus grand profit des mutuelles et des assureurs qui sont aux aguets des capitaux d'épargne salariale. Mais, même cause, mêmes effets. Comme en 1995, les salariés, soudés avec leurs syndicats, la CGT et Force ouvrière, parvinrent à repousser l'offensive de Macron, donc 2000, je ne vais pas te donner la date, 2000, je ne sais plus, 11, parvinrent à repousser l'offensive de Macron. Comme en 1995, la CFDT fut totalement marginalisée. Les travailleurs firent grève. Ils manifestèrent par millions, alors même que la CFDT déplorait la disparition des cabines téléphoniques pour tenir ses réunions pro-régime universel. Cela prouve, une fois de plus, que lorsque les masques tombent, les travailleurs identifient parfaitement où se situe leur intérêt. Chacun se rue sur sa calculette pour voir ce que cela signifie pour lui. Et quand il réalise qu'il est personnellement impliqué, il s'unit avec son voisin pour faire barrage. Voisin qu'il qualifiait de maudit feignant avec ses privilèges, je le vois bien, il bêche son jardin au lieu d'être au boulot, etc., etc. Hein, Morzilpif, c'est lui qu'il faut faire payer, c'est pas moi, etc. Ben oui. D'un seul coup, tout le monde se rend compte que tout le monde est concerné. Et l'unification du même coup se fait. À l'heure des grandes mobilisations, mes camarades, les scores électoraux aux élections professionnelles, ça ne pèse pas bien lourd. Mais pas lourd du tout. Bien sûr, il nous appartient de tout faire, je veux dire, pour assurer la représentativité de notre organisation syndicale. Je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas faire le taf. Il faut faire le taf. Mais souvenez-vous, on peut être la première officielle des organisations syndicales et ne plus pouvoir se réunir que dans des cabines téléphoniques à l'heure où la lutte des classes déferle. Les salariés s'unissent pour un objectif clair, défendre leur protection sociale. Juppé était présenté comme le communicant hors pair. Macron était loué pour sa compétence. La CFDT a été intronisée premier syndicat de France. Mais rien n'y fait. Lorsque la classe se met en branle, elle bouscule tous les schémas de nos prévisionnistes et de nos experts dialogue social. Alors, échaudé par la déroute de sa réforme de 2019, autant que par la faible capacité de la CFDT à endiguer les mécontentements, Macron abandonna l'idée d'une réforme systémique. C'est une défaite majeure, il faut le dire. C'est une défaite majeure de ces défenseurs des intérêts du capital.
il est contraint de limiter ses ambitions et en 2023, il lance une réforme paramétrique de recul de l'âge à 64 ans et de renforcement de la loi Hollande-Touraine. Pour autant, il retrouve en face de lui un front uni des salariés, mais si il avait tout gagné, qui en même temps englobait la CFDT, qui elle n'était pas pour la réforme paramétrique. Une fois de plus, des millions de salariés descendent dans la rue. Las, la CFDT opère des travailleurs. C'est elle qui peut permettre de trouver une issue. Alors, aujourd'hui, il y a une première réunion. Bon, je crois que nous y sommes, si j'ai bien vu. Eh bien, la CGT n'y est pas. C'est une très bonne nouvelle, je vous le dis comme je le pense. C'est une très bonne nouvelle, et je pense qu'il sera une très très bonne nouvelle quand nous, nous apprendrons, que nous déciderons, oui, de faire pièce à ce montage, éhonté et scandaleux, parce qu'il faut quand même mesurer que c'est dans une situation où ce gouvernement est dans la faiblesse la plus totale et la plus absolue. Ils n'ont qu'une seule solution, c'est de, de mentir et de tromper et de dévoyer. Alors, je voudrais répondre, on va dire, à la critique communément formulée à notre encontre. Vous êtes des idéologues irréalistes. Votre système n'est pas viable économiquement. Certes, il ne saurait être question d'un quelconque cocorico, car, en dévastant nos entreprises, la crise expédie nos hauts chômages, ceux-là même qui sont cotisants. Mais ce discours n'est pas nouveau. Il est le même, mais exactement le même depuis 1945. Pourtant, depuis 1945, notre système a survécu. Malgré tous leurs rapports alarmistes et leurs plans de la dernière chance, en toute responsabilité, il a su ajuster les cotisations aux besoins. Les faits sont les faits, et les faits, ils sont durs. Ils ont la tête dure. Les systèmes fondés sur l'épargne capitalisée individuellement ont toujours été un échec. Guerre, crise financière et malversation ont toujours laminé les épargnes salariales. Même si, effectivement, notre taux de pauvreté s'accroît de façon alarmante, il n'en demeure que la grande majorité des salariés est protégée, qu'ils soient en PME ou en grande entreprise. Rendez-vous compte, mes camarades, c'est en France que le renoncement à se soigner pour raisons financières est le plus faible, 2%, alors qu'aux États-Unis, il concerne jusqu'à un quart de la population. C'est en France que le taux de pauvreté est le plus faible, 6%, alors qu'il est du double en Grande-Bretagne et aux États-Unis. C'est en France qu'il y a le meilleur taux de couverture des frais de santé, alors qu'environ 100 millions d'Américains ont des dettes liées aux frais de santé. La facture médicale y est la première cause de faillite personnelle aux États-Unis. Enfin, à la face des donneurs de leçons en réalisme économique, rappelons que c'est aux États-Unis que le coût total des dépenses de santé s'élève à 17% du produit intérieur brut, alors qu'il n'est que de 12% en France. Qu'est-ce à dire? Notre système de santé serait dispendieux? Eh bien non. C'est en France qu'il est géré de la façon la plus rationnelle. Vous allez me dire, mais je ne comprends pas où elle est différente. Ben oui, parce que si vous voulez évaluer le coût des frais de santé, il faut prendre ce qui est pris en charge et ce que l'assuré paye. Et si vous additionnez les deux, eh bien vous vous apercevez que le système français est largement plus performant. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on tord le cou au laboratoire, etc., pour leur imposer de faire des médicaments à des prix
à des prix raisonnables. On ne fait pas de la surenchère comme le font la mutualité, les mutuelles, enfin les assureurs privés aux États-Unis, etc., etc. C'est en France que c'est le plus rationnel. Cela signifie qu'en laissant la protection sociale et le système de santé entre les mains des compagnies privées, on en accroît la charge globale pour la société dans son ensemble. Ce, pour le plus grand profit des compagnies et pour le plus grand malheur des travailleurs. La vérité des faits s'impose, mes camarades. Dans la crise qui déferle, notre système fondé sur la répartition joue sa fonction de protection des salariés. C'est le résultat de la foi pour le progrès social qu'ont eu les fondateurs du syndicalisme. Avec le désastre engendré par la crise actuelle dans les protections sociales des pays anglo-saxons, nous pourrions espérer que les adeptes de l'idéologie libérale et sociale chrétienne adoptent profil bas. Eh bien non, tout au contraire, ils vont redoubler leurs attaques, car le capital, leur maître, est parti dans une fuite en avant pour tenter de résorber la crise, en exploitant toujours plus le travail. Alors le capitalisme médiatisera les idéologues socio-chrétiens, dont le fanatisme est tel que la vérité des faits que je viens de vous énoncer ne les ébranlera en aucune façon. Il faut le dire, et il faut dire que les nantis de ce monde ont toujours eu besoin d'un bon pauvre pour secourir, pour justifier leur frasque terrestre. Pour eux, n'est-il pas clair que la gueuse de République leur a volé leurs pauvres? Vive la protection sociale contre la capitalisation, vive la charte d'Amiens contre Rerum Novarum, vive la CGT Force ouvrière.